Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de portefeuille ou revue de patrimoine, appelez ça comme vous voulez. J'avais demandé, vous vous souvenez peut-être pour certains qui étaient là au début de cette chaîne il y a quelques mois, je vous avais demandé de m'envoyer des portefeuilles, enfin vos portefeuilles, vos patrimoines, etc. pour que j'en discute. J'avais reçu tellement d'emails que j'avais dit stop, on arrête là. À l'époque, j'avais reçu le patrimoine qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui de Julien. Alors bien sûr, le prénom est changé comme à chaque fois. Et je l'avais mis de côté, mais je reprends que maintenant, donc j'ai recontacté Julien pour qu'il me donne des nouveaux chiffres. Alors je ne sais pas grand-chose sur lui en tant que personne, mais en tout cas je connais le minimum, c'est-à-dire qu'il est médecin, jeune médecin. Il s'est installé, si j'ai bien compris, il n'y a pas très longtemps, médecin généraliste, plutôt de campagne, en tout cas, ou petite ville, enfin là j'ai pas de précision, mais ça nous suffit largement. Il a aujourd'hui un patrimoine net de 93 000 euros. On va voir qu'il y a de l'immobilier, il y a des actions, il y a des ETF, il y a un peu de tout. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup d'enveloppes fiscales différentes. C'est ça aussi que j'ai bien aimé dans son profil. On va passer au travers. Alors, comme j'avais fait les fois précédentes, les textes qui sont marqués et que je vais vous lire viennent de l'email que m'a envoyé Julien. Donc, je vais parler en son nom. J'ai fait un maximum de copier-coller. Donc, avant de rentrer dans la liste de ces investissements, je vous lis ce qu'il m'a mis. Donc, il a d'abord une épargne de court terme avec livret A et PEL. Toujours, alors je ne sais pas pourquoi il met toujours, toujours 200 et 300 euros respectivement. Donc ça, c'est les montants qu'il met, j'imagine, mensuellement. Donc il a un salaire, je pense, qui est, de ce que j'ai vu dans le lien Finari qu'il m'a envoyé, un salaire qui doit tourner autour des 5 000 euros. Donc voilà, il a une bonne capacité d'épargne, on va le voir. Donc 200 euros dans le livret A, 300 euros dans un prêt épargne logement. Jamais trop compris l'intérêt du prêt épargne logement, mais bon. Pour constituer une épargne court-moyen terme, toujours en vue d'un achat de résidence principale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les livrets, mais moi je trouve que les livrets, pour placer de l'argent dont on a besoin à court terme, ça reste le top. Des livrets à 3%, le risque zéro, etc. C'est quand même un atout. Dans tous les pays du monde, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'il met ? Nous sommes propriétaires d'un appartement actuellement et envisageons toujours de déménager en campagne. Et il a son livret de développement durable et solidaire au plafond de 12 000 euros. Ensuite, au niveau épargne de moyen terme. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes définitions de moyen long terme, mais bon bref, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc PEA à raison de 500 euros par mois, principalement sur un ETF Monde. Lynxea, donc ça c'est l'assurance vie, qu'il utilise principalement pour acheter des produits structurés. Alors c'est un essai dans ce domaine. J'y alloue une petite part de capital mensuellement en fonction des produits et de mes liquidités pour voir ce que ça, alors je déplace ma caméra parce que ça va pas, pour voir ce que cela peut donner par rapport aux ETF. Et enfin Trade Republic, DCA sur plusieurs monnaies. Donc effectivement il a un profil qu'on appelle normalement DCA pour Dollar Cost Average, c'est-à-dire qu'il met le même montant tous les mois investi dans certains produits. C'est une super manière de faire pour épargner de manière sereine, tranquille, etc. Et puis on va le voir, Julien c'est un médecin, donc il n'a pas un temps énorme à consacrer à son épargne, à ses investissements, mais il le fait de manière vraiment très carrée, très bien. Donc là, le DCA, pour lui, c'est vraiment parfait. Ensuite, dans ce qu'il considère être épargne long terme, alors je vous disais, on a un petit décalage. Là, c'est épargne long terme, mais très long terme, puisqu'on parle vraiment de l'épargne retraite. Donc, il a un PER Lynxea, donc PER pour plan épargne retraite, qui est libérable a priori uniquement sauf conditions spéciales pour la retraite, 300 euros par mois en 3 ETF World, donc il a un classique, un santé et un SRI, donc durable. Je reste dans la santé et SRI plutôt par conviction, plutôt que par avis concernant le fait que cela surperforme le reste. On va regarder ça tout à l'heure. PER compte PER CTO, donc Crédit Agricole. Je complète pour arriver au plafond de défiscalisation annuel. Pour le moment, je n'ai pris que des actions Crédit Agricole qui sont vendues sans frais de garde. Ouais, c'est le problème de tous ces produits bancaires, là, c'est qu'il y a des frais de garde, donc voilà, on est incité à prendre certains de leurs produits. Et j'hésite encore à réaliser une répartition avec des obligations, surtout lorsque le marché est aussi haut. Les produits bancaires comme ça, purement bancaires, vous savez, c'est des gouffres de frais. On propose principalement des produits maison, etc. Donc je suis vraiment pas un gros fan. Ensuite, il nous dit, je me pose la question d'un dispositif Madelin. En tant que travailleur non salarié, ma comptable m'a précisé que je pouvais augmenter le plafond en cumulant Madelin plus PER individuel. Je me suis pas encore penché sur la question. Oui, ça je suis pas un spécialiste non plus. Le PER, vous savez, vous avez le choix soit de défiscaliser maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez déduire les sommes que vous mettez de vos revenus. Alors,
je ne suis pas un spécialiste en fiscalité, hein. Regardez, tous les cas sont uniques en fiscalité, donc regardez ça de votre côté. Donc soit vous choisissez de défiscaliser à l'heure actuelle, ou bien vous ne profitez pas de la défiscalisation aujourd'hui, mais vous profiterez de la défiscalisation plus tard, lors de vous aurez une meilleure fiscalité au moment de vos retraits. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être un outil qui est relativement flexible, puisque chaque année on peut choisir si on veut profiter en fonction de bonnes années, moins bonnes années, si on veut profiter de la défiscalisation actuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un PEA-PME avec seulement des fonds actifs. Et enfin, un CTO avec une action Alphabet. Alors, il précise parce que j'en voulais une, mais c'était finalement plus pour la blague, sur un coup de tête avec des amis. Il y a bien pire qu'investir dans Alphabet, de mon point de vue, hein, donc c'est plutôt pas si mal. Et puis, il a des obligations qui tournent. J'attends la maturité pour récupérer l'argent. Je n'y investis rien pour le moment. Je pensais initialement l'utiliser pour du stock picking, mais entre-temps, j'ai changé d'avis. C'est effectivement pas bête. Pas bête de ne pas utiliser ce compte titre. Et puis enfin, compte pro, entreprise individuelle, j'ai des excédents de trésorerie. L'excédent est sur un livret classique avec une petite partie placé sur un dépôt à terme de 5 ans. Alors à nouveau, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, mais dans le domaine de la santé, des médecins, etc., la plupart passent par des holdings, donc je ne sais pas si c'est son cas ici, je n'ai pas l'impression. Mais voilà, ils ont à peu près, ceux que j'ai rencontrés, ils ont à peu près tous le même montage, donc ils vont remonter leur liquidité dans une holding, donc je ne sais pas si lui c'est déjà le cas, mais en tout cas il faut qu'il se renseigne de près pour ça. Je me pose la question de placer sur les marchés une plus grosse partie d'excédent de trésorerie avec l'idée d'en profiter à la retraite, mais aucune idée de par où commencer. Voilà, c'est particulier, hein, l'investissement professionnel. Est-ce qu'il aura besoin de ça pour peut-être s'agrandir, etc. plus tard? En tout cas, moi, vous savez, j'utilise un compte pro, je trouve ça, ou des comptes pro, je trouve ça bien de placer sa trésorerie en bourse, si et seulement si on a un très long horizon de placement, évidemment. Bien, maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Donc, je vous ai dit, hein, il m'a envoyé un lien Finari. Si vous m'envoyez vos portefeuilles ou autres, vous pouvez envoyer n'importe quoi. Je sais qu'il y a des Morning Finari, fichier Excel, c'est parfait aussi. Même dans un email, voilà, tant qu'on a les données, c'est le mieux. Donc il a de l'immobilier, il nous a précisé qu'il avait un appart, donc peut-être en commun avec sa compagne, hein, si j'ai bien compris, donc valeur 80 000 €, mais il a 62 000 € d'emprunt, donc on voit que finalement, la plus grosse partie de son patrimoine, en net bien sûr, c'est dans des actions et des fonds, 53 000 €. Ensuite en livret, il a 18 000 €, donc c'est là où il commence à mettre de côté pour un apport pour sa future résidence principale, compte bancaire, crypto, et fonds en euros. Et puis, on a déjà vu son emprunt. Maintenant, si on fait un peu un zoom sur la partie actions et fonds, donc 63 000 €, c'est super, hein, c'est vraiment bien. On voit qu'il est hyper discipliné. Ça, c'est vraiment super, l'aspect virement programmé, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, quand on a la discipline de mettre comme ça de côté tous les mois. Donc, il a un PEA. Ensuite, un plan épargne retraite, on en a déjà parlé. Ensuite, à nouveau un PEA. Donc, celui-ci, j'imagine que c'est le PEA-PME. On oublie souvent le PEA-PME, mais c'est vrai que ça vaut le coup de l'ouvrir et de mettre, dès qu'on a une petite position, pour moi, le réflexe, il est là. Hein, c'est si on a une position à investir en action, c'est est-ce que ça va dans un PEA? Et si ça va dans un PEA, est-ce que ça va dans un PEA-PME? On voit ici qu'il a bien réfléchi à l'aspect fiscal, puisqu'il utilise au minimum des comptes titres. Et c'est vraiment une aberration que je vois très souvent, surtout chez les jeunes qui se sont précipités chez certains néo-courtiers qui ne proposent pas de PEA. C'est pour ça que moi, qui ai été contacté par beaucoup de monde, j'ai pas voulu aller vers des courtiers qui paraissaient, bon, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, qui me paraissaient faibles en frais, mais qui par exemple ne proposaient pas de PEA parce qu'ils ne communiquent évidemment pas là-dessus. Donc il y a une méconnaissance du principe du PEA chez les particuliers. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler en partenariat avec Saxo, parce que si vous faites du DCA typiquement, mais c'est vrai aussi pour le stock picking, mais c'est encore plus vrai si vous faites du DCA sur ETF, je ne vois pas d'inconvénient au PEA. Vraiment, même si vous sortez avant les 5 ans, vous allez être fiscalisé comme un compte titre finalement. Donc je ne vois pas le problème de passer par un PEA, surtout qu'on a un plafond qui est de 150 000 € de versement. Donc ça laisse quand même de la marge quand on débute dans l'épargne comme Julien ici. Donc il a tout à fait raison de mettre en priorité sur son PEA. C'est vraiment, en termes de fiscalité, il y a comme ça vraiment un dégradé, j'ai envie de dire. Hein. Tout ce qui va sur le PEA, comme je le disais, ce qui n'y va pas, ce qui va PEA, PME, pour libérer de la disponibilité sur le PEA. Ensuite, on a l'assurance vie. Ensuite, on a le PER. Et si vraiment on veut investir en action, en stock picking, partout dans le monde et qu'on n'a pas peur, on n'est pas prêt à être fiscalisé parce qu'on veut vraiment de la flexibilité, une flexibilité totale, alors oui, le compte titre, c'est pas mal. Mais vraiment, vérifier qu'on ne peut même pas mettre ça avant dans une autre enveloppe. Mais on voit ici que Julien a bien fait le boulot. Il a donc son autre plan épargne retraite, Crédit Agricole, encore une assurance vie Crédit Agricole. J'ai l'impression que là-dessus, il a arrêté les dégâts assez tôt. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la démarche de Julien, on va le voir, c'est qu'il a régulièrement
fait des petites erreurs comme tout le monde, et puis il a très vite corrigé pour finalement vite passer sur le PEA, vite sortir de sa banque. J'ai rien contre Crédit Agricole, mais ça pourrait être n'importe quelle banque, pour aller vers des PEA ou bien plans épargne retraite beaucoup, beaucoup moins chers en termes de frais. Donc voilà, il parlait compte titres, les comptes titres relativement peu touchés, mais tant mieux qu'ils mettent déjà en PEA au maximum, justement puisqu'on parle de son PEA. Donc il a 36 000 euros, principalement en ETF Amundi World, donc ça c'est le fameux CW8 qui était un des premiers disponibles en France, PEA, etc. Donc, a été très mis dans beaucoup de PEA. Le seul souci que j'ai avec celui-ci, alors je l'ai déjà mis là-haut, c'est qu'il est ancien, mais donc fait avec beaucoup de frais, 0,38%. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'ETF Monde qui sont éligibles au PEA et qui sont beaucoup moins chers que ça. Mais évidemment, ils ne sont pas fous chez Amundi, ils ont 3 milliards d'encours sous gestion, donc ils ne vont pas vous dire qu'il y a d'autres ETF qui sont moins chers en frais qui existent. Ils attendent que les gens sortent de cet ETF-là, si vous voulez, pour aller vers des moins chers. Mais si vous faites partie de cet ETF-là, moi je pense qu'il y a beaucoup mieux, et on va voir que c'est exactement ce qu'a fait justement Julien. Donc ici, on a du Total Energy, on a de l'Air Liquide, du L'Oréal, du LVMH, du Sanofi. Alors c'est marrant, il a pris vraiment les classiques françaises. Donc moi, je pense que vous savez, Air Liquide, L'Oréal, LVMH, j'aime bien. Je suis moins fan de Total. Je suis pas un grand fan non plus de Sanofi. Sanofi, je trouve que quand je la regarde, au niveau de la croissance, c'est quand même pas génial. Alors lui, il est dans la santé, faut pas oublier, c'est un médecin, Julien. Donc lui, il connaît les produits, il les utilise, il les prescrit. Donc il connaît beaucoup, beaucoup mieux que moi le domaine. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours surpris quand je vois le chiffre d'affaires de Sanofi. Ici, vous savez, c'est les barres gris foncés. C'est pas génial. Alors je vais pas comparer ça évidemment à Novo Nordisk et Lilly qui ont des courbes de croissance complètement démentes grâce à leur traitement contre l'obésité, mais n'empêche que on voit même la marge nette, il y a des énormes swings comme ça. Ça m'a jamais trop plu. Évidemment, le fait qu'ils galèrent autant à trouver un vaccin pour le Covid, ça m'a pas rassuré non plus. C'est-à-dire qu'ils ont même pas pu profiter, contrairement à des Pfizer, etc., qui ont pu un peu booster leur compte pendant la période Covid à coup de vaccin. Ils ont même pas réussi à faire ça. Donc moi, je sais pas, je suis pas un grand fan de cette boîte. C'est sûrement, après, j'imagine que si lui, en tant que médecin, la seule pharma qu'il a sélectionné pour faire du stock picking, c'est Sanofi, c'est qu'il doit trouver un intérêt dans les produits Sanofi. C'est typiquement moi ce que j'ai du mal à avoir comme information. Moi, je regarde beaucoup plus la partie compte de résultats. Mais Julien a un autre point de vue là-dessus. Et enfin, il a un autre ETF Monde, cette fois-ci c'est le iShares, qui est beaucoup moins cher, mais c'est pas pour ça, il va nous le dire par la suite, c'est pas pour ça qu'il a décidé de le sélectionner à la place du CW8. On voit qu'il est à 0,25%. Alors je sais que vous allez dire, ouais mais c'est rien, 0,25, 0,38, oui, mais là on parle de quelqu'un qui va investir à mon avis pour 10, 15, 20 ans, et à long terme, ça casse un petit peu alors vous allez toujours avoir une très bonne performance, si les marchés font de bonnes performances pendant 20 ans, vous aurez de bonnes performances avec le CW8 d'Amundi, mais n'empêche que ça sert à rien de laisser de l'argent sur la table pour aucune valeur ajoutée, vu que les deux répliquent exactement le même indice. Voilà pour le PEA. Ensuite, il a son PER. PER, qu'est-ce qu'il a ? Il a toujours... Est-ce que c'est le même ? Non, c'est pas le même. Cette fois-ci, c'est un autre Amundi. C'est un autre Amundi qui est ici. Donc toujours un ETF World, toujours... accumulant, aucun intérêt pour lui sur des supports aussi long terme de se faire distribuer des dividendes. Et on voit ici en termes de frais 0,12, et ça c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le CW8 là, qui est donc éligible au PEA vu qu'il l'a dans son PEA, il coûte plus cher aussi parce qu'il est éligible au PEA, ils sont obligés de passer par un swap, etc., d'avoir un ETF synthétique. Alors je ne sais même pas s'il est synthétique celui-ci, mais en tout cas en termes de frais de gestion, on est à moins d'un tiers des frais du précédent, et on voit qu'il a moins d'encours sous gestion. Bon, évidemment il n'est pas boosté par l'aspect PEA, mais c'est là où j'aime vraiment l'approche de Julien, c'est qu'il a fait attention à toutes ces petites choses, pas à 100%, parce qu'on l'a vu, il a encore investi dans le CW8 côté PEA, mais il n'a pas juste bêtement répliqué le TF Monde qu'il avait dans son PEA, donc je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, il nous l'avait dit, donc il a un MSCI Monde, cette fois-ci santé, et il a un MSCI Monde SRI, donc ESG si vous voulez. Alors où est-ce que je l'ai mis celui-là ? Je l'ai mis ici, voilà. Alors moi je regarde toujours dans les ETF ESG les premières lignes. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont enlevé Amazon, ils ont enlevé Alphabet, ils ont pas mal écrémé, mais honnêtement
est-ce que Microsoft est vraiment l'entreprise la plus green, green ou sociale ou tout ce que vous voulez du monde? Tesla, pareil. Alors oui, Tesla fait des véhicules électriques, mais oui, les Tesla ont des dizaines de kilos de cuivre, etc. Enfin, c'est pas ça qui va sauver la planète. Même chose pour Novo Nordisk, ASML, etc. Alors, c'est uniquement je vous donne juste mon point de vue. Moi, je préfère être dans des ETF qui ne sont pas ESG et après avoir des entreprises ou investir dans des projets qui vont être spécifiquement ESG. Donc, je ne sais pas, après, vous savez, moi, j'aime plutôt pas mal le solaire. J'étais investi dans OX2, la suédoise qui installe les panneaux des éoliennes, qui est sous OPA à l'heure actuelle, donc j'ai revendu. Mais voilà, je préfère avoir des projets comme ça qui sont, eux, purement croissance durable ou en tout cas énergie durable, plutôt que comme ça laisser des gens, je sais pas qui et quels sont leurs critères, décider que on enlève Alphabet parce qu'Alphabet c'est pas bien, mais Microsoft c'est bien par exemple, ou Adobe c'est bien. Voilà, pourquoi Texas Instruments et pas d'autres. Bon, il faudrait que j'arrive à interviewer quelqu'un à ce sujet-là. Hein. Bien sûr, ils ont des grilles etc. Mais moi je préfère me dire j'applique moi-même mes propres critères plutôt que comme ça laisser un ETF décider. Mais ce serait intéressant de voir la performance de cet ETF par rapport aux autres pour la suite. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un Next Stage croissance. Voilà, bon, moi vous savez, je suis pas un grand fan, à moins qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée des fonds actifs. Et ensuite, ça c'est le PEA PME, donc il a Mandarin Microcap et il a Indépendance et Expansion, donc le fonds de William Higgins. Bon, ça, ce sont quand même des fonds qui sont pas mauvais. Mandarin, je connais moins, la société de gestion, c'est une bonne société de gestion, mais ce qui est sûr, c'est qu'Indépendance et Expansion, c'est une bonne diversification. Moi, j'ai une position aussi dedans. Je trouve que ça me permet, moi, d'être exposé aux petites valeurs avec un gérant qui est au top sur les petites valeurs sans avoir à sélectionner moi-même et sans prendre un ETF qui pour moi est pas top. Je vous avais expliqué que les ETF sur les small caps, j'étais pas fan. Pourquoi? Parce que vous récupérez toutes les daubes qui sont en train de tomber et vous quittez toutes celles qui vont vers le ciel et qui augmentent, elles se font sortir de l'indice mécaniquement. Donc je suis pas fan des ETF petites valeurs. Si vous allez retrouver, je sais plus si c'est sur cette chaîne ou sur Zone Bourse, mais je parlais de ce type d'ETF. Donc voilà, plutôt sympa, beaucoup d'ETF évidemment, c'est son truc. Et après, sur son compte crypto, on voit qu'il a, si moi je connais quasi tous les noms, c'est qu'il est vraiment sur les quasi plus grosses. Donc bien sûr, 2 grosses positions en Bitcoin, Ethereum. Ensuite, il a Solana, Uniswap, Chainlink, celle-ci je la connais pas là. Polkadot, Avalanche, Cardano, donc plutôt des gros noms. Je suis un peu surpris de toutes ces petites lignes, pas surpris. Le truc, c'est que moi, je suis toujours resté sur des gros noms, mais je comprends, c'est un peu le souci des cryptos. On se dit, ouais, celle-ci, si elle fait x1000, je pourrais peut-être gagner pas mal d'argent. Donc, on se dit que même des petites sommes, parfois, ça peut rapporter, mais bon. Voilà, ça reste des tout petits montants, donc après, pourquoi pas. Alors maintenant, sur ces critères d'achat, c'est moi qui lui ai posé ces questions-là. Quels sont tes critères d'achat? Donc principalement DCA sur ETF. Il fait des versements programmés, donc sur les 3 ETF qu'on a déjà vus. Peu importe le prix, j'accumule, c'est le principe du DCA. Sur le PEA, l'action doit être faite manuellement, mais c'est le même principe. J'utilise les ETF afin d'y passer un minimum de temps, c'est très bien. J'ai acheté avant le CW8, donc on l'a vu, le gros ETF d'Amundi. Je suis passé sur l'ETF iShares, il nous donne ici le code ISIN, car valeur moins chère qui me permet d'acheter plus facilement chaque mois le montant investi. Ce qu'il appelle moins cher, en fait, c'est que c'est un montant qui est faible, c'est autour de 5 €. Le truc avec les montants aussi petits, moi ce qui me gêne toujours, c'est pour ça que là je vous mets le carnet d'ordre, c'est que quand ça traite comme là, entre 5,05 5,06, on va avoir tendance à passer des ordres vite fait sur des chiffres ronds, sur un 5,0, là je vais acheter à 5,06 ou à 5,05, etc. Mais il faut bien réaliser qu'entre 5,05 et 5,06, le spread, comme on dit, la fourchette, elle est énorme, hein, c'est autour de 0,2%. Donc on essaie d'avoir des brokers pas chers, on essaie d'avoir des ETF pas chers, etc. Et c'est vrai qu'on perd potentiellement un petit peu plus d'argent au moment du trading. Moi, je trouve que j'aime bien quand les ETF, après, c'est un détail, hein, je me focalise pas là-dessus. C'est vrai que 400 €, lui qui veut mettre entre, je sais plus combien, 500 € dans l'ETF, il a beaucoup plus de liberté. Si l'ETF vaut moins de 400 €, il peut mettre son montant exact de 500 €, alors que, avec 400 €, il peut pas. Moi, j'aime bien quand ça fait aller autour de entre 20 et 50 €, quoi. Ça permet de vraiment mettre la somme exacte qu'on veut, mais sans tomber sur des petites valeurs comme ici 5 €. Mais bon, il est très bien, hein, cet ETF, il n'y a aucun souci. Puis on l'a vu, il est quand même moins cher que le CW8 d'Amundi. Ensuite, sur les titres individuels, comme dit plus haut, j'en achète plus car je ne prends pas le temps de faire le job.
eh ben, il a bien raison d'arrêter. Enfin, s'il était passionné, là je comprendrais qu'il continue à faire du stock picking un petit peu, parce que pour moi le top, ça reste d'avoir une partie ETF et puis de temps en temps, quand on a des convictions, mettre sur des valeurs. Mais là on voit que c'est pas spécialement des convictions, il a pris un peu les plus grosses françaises et il a mis un peu d'argent dessus. Donc là, il se consacre sur les ETF, c'est très bien. Simple précision. Sur le PER-CTO, je me pose la question d'inclure une part d'obligation, un peu comme le préconisait Graham dans un de ses livres, L'investisseur intelligent. Alors, honnêtement, Benjamin Graham, c'est quelqu'un qui est très bien, qui a parlé de Mr. Market. Il y a plein de choses à prendre dans sa philosophie. Après, c'est il y a très 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 longtemps. Aujourd'hui, on a quand même un marché obligataire qui est complètement différent et notamment qui est complètement, à l'époque de Graham, il n'y avait pas de quantitative easing, les banques centrales n'achetaient pas des obligations et surtout, les banques centrales n'étaient pas blindées d'obligations jusqu'à la gorge qu'elles vont devoir revendre. Si sa volonté d'acheter des obligations, c'est sur les préconisations de Benjamin Graham, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Mais après, pourquoi pas sur un PER. Moi, ma vision, c'est que sur un PER, donc qui est à débloquer a priori dans plus de 30 ans, je pense, pour lui, peut-être 35 ans, perso, mais ça c'est très personnel, je resterai investi dans les actions parce que je souhaiterais avoir le maximum de rendement, sachant que les obligations, ce serait plutôt pour temporiser le portefeuille, pour baisser la volatilité. Ici, sur 25 ans, enfin sur 35 ans plutôt, la volatilité, on en a un petit peu rien à faire. Ensuite, quels sont tes critères de vente si tu en as ? Je ne vends quasiment pas, je suis dans une phase d'accumulation, je fais l'écureuil et garde tout. Et ça, c'est Claire, en fait, qui fait l'écureuil et qui garde tout. Vous savez ce qui me fait dire ça ? C'est que, alors désolé pour ceux qui n'aiment pas que je scrolle, mais je vais revenir dans les écrans précédents. C'est qu'il nous dit, je suis passé du MSCI Monde d'Amundi à celui de iShares. Mais plutôt que de revendre, il va uniquement accumuler de nouveau sur l'iShares. Il dit qu'il fait plus de stock picking, mais plutôt que de revendre en se disant je suis pas ces valeurs, je vais pas avoir le temps de suivre Air Liquide, Total, L'Oréal, etc. Je vais pas regarder les annonces de résultats. Plutôt que de vendre, en fait, comme il a acheté, il considère un peu que le bouton vente est interdit. C'est assez typique des gens qui font du DCA, c'est-à-dire qu'ils accumulent. L'écureuil, c'est une super image, ils accumulent comme les écureuils, mais ils veulent pas vendre. Donc il a acheté du Air Liquide, je sais pas quand, et puis il va le garder, en fait. Même s'il considère que c'est une erreur aujourd'hui, il va le garder. Pareil pour l'ETF Monde, pareil, c'est assez marrant, donc ça correspond bien à son image d'écureuil. Ensuite, stratégie, comment considères-tu ton style d'investissement ? Bon, là c'est assez clair, gestion passive, c'est certain. La poche active serait plutôt sur le PER-CTO. Je suis plus intéressé par l'allocation stratégique que tactique finalement, et il a bien raison, ça c'est vraiment très important. Le stratégique, c'est vraiment l'allocation à très long terme, quelles que soient les conditions de marché, là où tactique, on essaye de naviguer en fonction de ce qui se passe sur les taux, quels sont les montants de valorisation, on essaye de trouver la meilleure allocation à court terme. Il nous dit aussi, je vais pas chercher les nouvelles valeurs montantes, mais plutôt me concentrer sur la répartition de mon portefeuille entre les différentes classes d'actifs. Parfait. As-tu changé ton style d'investissement depuis que tu as commencé ? Honnêtement, il y a très peu de gens qui répondent non à cette question. Donc, il répond évidemment oui. Avant, j'achetais beaucoup d'actions à la mode. Tiens, comme c'est bizarre, c'est très classique comme erreur de débutant, que je revendais très vite pour en racheter d'autres. J'essaie de faire moins d'allers-retours, ce qui est très bien, c'est prouvé sur des études de portefeuille qui ont été faites. Il y a une corrélation relativement forte entre le nombre de trades et puis les profits, corrélation inverse, donc moins vous faites de transactions, plus vous avez des profits importants et inversement. J'ai arrêté les fonds actifs, pas par conviction, car je pense que dans certains cas cela peut être complémentaire aux ETF, mais plutôt parce que je ne sais pas où les inclure. Bon, pourtant on peut en mettre un peu partout, a priori on peut en mettre en assurance vie, en PER, en PEA, donc ça il a le choix. Je réfléchis à les reprendre sur le PER-CTO, avantage de ne pas avoir de droit de garde sur les PCVM, mais le choix est plus limité que chez Linksea. Eh oui, parce qu'il a toujours son PER chez Crédit Agricole qui doit être bourré de frais, qui a beaucoup moins de support disponible d'unité de compte on appelle unité de compte, c'est plutôt pour l'assurance vie, mais beaucoup moins de support, il a sûrement pas d'ETF, etc. C'est pour ça qu'il veut les mettre là-bas. Je comprends pas pourquoi Crédit Agricole, ils ont dû lui vendre le truc, mais qui reste chez Linksea, c'est sûrement beaucoup mieux. Risque, comment évaluerais-tu ton aversion au risque sur une échelle de 1 à 10 ? Je dirais 7, je suis prêt à subir une forte volatilité, quitte à avoir du rendement dans des dizaines d'années. Oui, ça se voit bien, c'est la plus grande composante de son patrimoine, ça reste les actions, les fonds, les ETF, à la fin, tout investi dans des actions. Il a aussi de l'immobilier, mais comme c'est sa résidence principale, il n'y a pas du tout le même risque en fait. La volatilité, on ne la sent pas quand on habite quelque part, et puis elle n'a pas d'intérêt. Et enfin, au niveau de ses sources, il dit principalement YouTube, donc Finari, Zone Bourse, donc ma chaîne perso, ainsi que des contenus anglophones. Alors il me cite Humphrey Young et puis Mark Tilbury. Alors je sais
ça me parle pas. Alors, Humphrey Young, ça me parle pas. J'ai dû tomber sur certaines de ses vidéos. Moi, je regarde très peu de vidéos sur YouTube, en fait. Très honnêtement, quand je regarde des créateurs, parfois, ce que je fais, c'est que je cherche des idées de vidéos. Alors, je les regarde pas, les vidéos. Je regarde juste les titres. Et je me dis, tiens, là, il compare par âge, c'est sympa, etc. Puis je les regarde pas parce que sinon, je me fais trop influencer. Mais donc, lui, je connaissais pas trop. Et le deuxième, ça me parle peut-être un petit peu. Mark Tilbury, en fait, j'ai vu passer des shorts de lui. J'ai vu passer des shorts où il se baladait comme ça. Le truc des shorts, on voit de toute façon le nombre de vues. J'ai dû voir un de ces trucs à 13 millions de vues ou à 29 millions de vues. Donc, ça me parle légèrement. Il disait oui, je suis millionnaire, blablabla. Donc, très bien. Je vais regarder un peu ça. Peut-être que ça peut potentiellement m'inspirer de voir ce que font les gens, où je peux apprendre des choses, évidemment. Donc, je vais regarder ces deux créateurs-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? J'utilise par moment le site Ibou ainsi que Zone Bourse. Ah bah oui, bien sûr, Zone Bourse, je suis un éternel fan. D'ailleurs, j'allais oublier, parce que je m'étais dit que faudrait que j'en parle en début de vidéo. J'allais oublier, mais vous savez, on a atteint 1 million de membres sur le site Zone Bourse. Et pour ça, Zone Bourse fait une promo de 40% sur les abonnements. Donc, n'hésitez pas à aller en description pour cliquer sur le lien et vous abonner. C'est vraiment là où je trouve toute mon information. Donc voilà, ça se termine normalement le 3 juin. La promo, donc n'hésitez pas pour profiter des 40%. Le site Ibou, on m'en a parlé et j'avais regardé très rapidement. Alors, je sais que c'est une droite de régression comme ça, et puis avec, on regarde si ça dépasse de 1 écart type, 2 écarts type, etc. Puis on essaye d'acheter un peu sous-évalué. J'ai pas trop d'avis sur l'indicateur lui-même. Après, je trouvais bizarre de se focaliser comme ça sur un seul indicateur. C'était un peu ma vision. Et un indicateur qui est, pour le coup, principalement graphique. Voilà, donc vous savez ce que je pense de l'analyse graphique. Alors, il y a une approche, et j'imagine qu'ils font pas que ça, j'imagine qu'ils ont aussi derrière une approche fondamentale, voilà, probablement. Mais pas trop d'avis pour ceux qui me demandent, je connais pas trop Ibou, il faut que j'aille faire un tour. Ensuite, lorsque je cherche des valeurs précises ou au PCVM, il regarde quoi? Morningstar, Boursorama, et puis il a Finari pour centraliser le tout, puisqu'on a vu qu'il utilisait Finari pour jeter un coup d'œil à son patrimoine et voir son évolution. Alors moi, je tiens à féliciter Julien. Pourquoi? Déjà, il met énormément de côté. Ça, c'est vraiment super. Il n'hésite pas, il s'est bien renseigné sur la bourse et il est honnête avec lui-même. Donc bon, il a fait quelques erreurs et puis maintenant, il revient dans une approche qui est extrêmement traditionnelle, mais aussi une des meilleures approches qui y est, c'est-à-dire DCA sur ETF. Il a conscience qu'il ne peut pas faire du stock picking parce qu'il n'a pas le temps, il ne peut pas suivre les boîtes, etc. Parce que, attention, choisir des entreprises, c'est pas juste je fais le boulot, je choisis d'investir dans, je sais pas, L'Oréal, et puis je m'endors dessus pendant 20 ans, ça ne marche pas comme ça, il faut quand même suivre régulièrement, on n'est pas obligé de suivre tous les jours, il ne faut pas d'ailleurs suivre tous les jours, mais au moins de manière trimestrielle, voir un peu ce qu'elles ont fait en termes de résultats. Donc ça, c'est vraiment super. On a vu, il optimise vraiment très très bien la partie fiscalité, il se pose systématiquement la question de PEA, PER et assurance vie, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Il a une très bonne approche de ce point de vue-là. Autre très bon point, on voit qu'il apprend vite parce qu'il a fait des erreurs comme tout le monde. Il a fait les actions à la mode. Il a commencé du côté du crédit agricole. Voilà. Mais très vite, quand il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, il a changé de support, il a arrêté de faire trop d'aller-retour sur des actions à la mode. Ça, on sait que c'est la catastrophe assurée. Ensuite, il limite le stock picking au minimum, voire même il va arrêter parce qu'il sait que voilà, il n'a pas le temps, etc. Donc vraiment super de corriger aussi vite ses erreurs. Il est jeune, il est là, il a un patrimoine qui est très correct, mais on sent qu'il est au début de la création de son patrimoine. Donc c'est top. Je trouve qu'il part vraiment sur des bases très bonnes et avec sa capacité d'épargne, je pense qu'il va aller très très loin en termes de patrimoine. Il faudrait presque qu'il me renvoie tout ça dans 5 ans pour voir où il en est. Après, j'ai repéré encore 2 petits trucs qui sont un petit peu dommages. Bon, sur le stock picking, il a dit qu'il arrêtait, donc c'est très bien, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un biais domestique énorme. Même si c'est sur PEA, on n'est pas obligé d'investir que sur des boîtes françaises en PEA. Et puis, il a d'autres supports, notamment tout ce qui est PER, assurance vie, etc., où il peut mettre aussi dans des supports moins fiscalisés. Il peut aussi avoir des actions en direct. Bon, mais le biais domestique, on a vu qu'il voulait arrêter le stock picking, donc ça, c'est pas vraiment un souci. Le truc qui est plus bizarre, c'est que par exemple, il arrête le stock picking et malgré tout, il laisse toutes ces sociétés qui sont là en portefeuille. Et je trouve que finalement, son approche, où je peux lui parler directement, Julien, ton approche, elle est vraiment super. En plus, elle est très simple, très lisible, etc. Ce qui est bizarre, c'est qu'au final, tu te retrouves avec beaucoup de lignes. Et pourquoi tu te retrouves avec beaucoup de lignes? Parce que quand tu fais des petites erreurs, tu les laisses. Alors,
c'est pas des vraies erreurs parce qu'on a vu que c'était des montants assez faibles. Donc il n'aura pas de problème avec son portefeuille, il n'aura pas de problème avec ses petites cryptos, il n'aura pas de problème à avoir des fonds, il se demande s'il les garde, etc. Mais je trouve que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il devrait normalement avoir des portefeuilles super lisibles avec, 3 ETF, 2 fonds, etc. Il devrait avoir 5 lignes à surveiller s'il veut surveiller un peu ce que fait son patrimoine. Et là, quand j'étais dans son patrimoine à ouvrir, vous savez, les onglets, toutes les lignes, etc. Et on se retrouve avec beaucoup de lignes, alors qu'il a une approche super simple, il a une approche DCA sur ETF. Et pour ceux qui ont une approche DCA sur ETF, je m'imaginerais avoir, si on regroupe tout, avoir 4-5 lignes maximum, quelques ETF, et puis à la limite des fonds comme Indépendance et Expansion ou celui qu'il avait là sur Mandarin Gestion, etc. Une approche un petit peu comme ça, un peu minimaliste, et en fait à force de ne pas vouloir vendre, on se retrouve quand même avec pas mal de lignes. Et c'est vrai aussi sur ses supports, parce qu'on sent qu'il n'est pas convaincu, et je peux le comprendre, sur ces produits du Crédit Agricole qui sont sûrement bourrés de frais, avec pas assez de disponibilité en fait de produits, notamment pas d'ETF très probablement, et malgré tout il les garde, et ça fait beaucoup de comptes, parce que ça fait des comptes avec, je ne sais plus combien il avait, 1400 €, et dans ce compte-là il y a encore des lignes à quelques centaines d'euros, etc., et ça complexifie, je trouve, pour rien le patrimoine. Voilà, donc encore bravo Julien. Après, ce que je trouvais, petit retour sur ce que je trouvais assez drôle, donc on a la même notion du court terme, qui est je mets de côté pour acheter ma résidence principale et je mets ça sur des livrets. Après, le PEA et l'assurance vie, mettre ça dans du moyen terme, c'est vrai que pour moi, ça reste du long terme. De toute façon, dès qu'on parle d'investissement en bourse, pour moi, c'est du long terme. Du moyen terme, ça va être entre 2 et 5 ans. Et c'est vrai que pour moi, la bourse, elle n'est pas adaptée pour des placements 2 à 5 ans. Et enfin, ce qu'il appelle long terme, pour lui, c'est la retraite. Or, il a 30 ans, j'imagine, voire moins de 30 ans. Enfin, on va dire qu'il a 30 ans. Donc pour moi, le long terme, et heureusement, c'est quand même avant ses 65 ans. Pour moi, voilà, dès qu'on dépasse les 10 ans, on est quand même sur du long terme. Mais bon, après tout, on est là que sur du vocabulaire. Il utilise très bien les enveloppes, donc c'est super. Voilà, merci encore Julien pour m'avoir envoyé ça. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de son allocation de patrimoine et de portefeuille. Est-ce que vous avez quelque chose d'assez similaire? Je pense que c'est relativement répandu, son approche. Là, à nouveau, où je le trouve très fort, c'est vraiment sur cette notion de fiscalité. Parce que, je vous le répète, je trouve que les jeunes ont tendance à foncer sur le PEA, vraiment les yeux fermés, et puis après ils se retrouvent donc en investissant quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, et après quand on se retrouve avec des dizaines de milliers ou pire des centaines de milliers d'euros qui sont sur un compte titre et donc qui vont être fortement fiscalisés à la revente, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous pouvez éventuellement, pour ceux qui ont le courage de chercher sur la chaîne YouTube où est l'adresse email, vous pouvez me renvoyer des portefeuilles ou des patrimoines, puisque je vais en reprendre de temps en temps. À nouveau, comme j'en ai reçu beaucoup, je suis désolé, déjà je ne réponds pas, je réponds qu'à ceux que j'ai sélectionnés pour la vidéo, mais merci encore pour tous ceux qui m'ont envoyé. Donc là, ne le faites que si vous avez des portefeuilles peut-être un peu originaux. Je ne sais pas si l'approche est bonne, mais en tout cas, vu que là, on a fait plutôt du DCA, si vous avez des approches un peu différentes, un peu particulières, vous vous souvenez, on a eu des personnes qui étaient pas mal dans les pièces d'or, on a eu, voilà, si vous avez une approche qui est un petit peu différente, on a vu quelqu'un qui investissait comme Peter Lynch, voilà, si vous avez un angle un petit peu spécial, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer ça, et je verrai si je peux faire une vidéo intéressante dessus. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, vous avez en description les liens pour vous abonner à Zone Bourse et pour ouvrir un compte chez Saxo. Chez Saxo, vous pouvez ouvrir évidemment compte titre, vous pouvez ouvrir compte titre, société et puis bien sûr PEA. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sous le lien ci-dessous pour avoir 250 € de frais de transaction offerts les premiers mois. Merci à tous de votre suivi. Si vous avez aussi des idées de vidéos, mais n'oubliez pas, les idées de vidéos sur cette chaîne, c'est principalement des vidéos sur lesquelles je filme mon écran. Donc je vais rester pour le moment sur revue de portefeuille, sur analyse de société, peut-être analyse de résultats. Voilà, c'est ce que je sens bien sur cette chaîne, et je reste sur Zone Bourse, sur des notions beaucoup plus pédagogiques, parfois plus techniques, etc. Mais bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt. Ciao.